Bonjour Fabrice Gadeau, directeur du Rex Club à Paris, un des pionniers de la musique électronique. Merci. Eh oui, enfin un des anciens, hein, pas un des pionniers, mais un des anciens, dirons-nous. En tout Voilà, cas, les pionniers n'étant plus en activité, je suis un des vieux encore en activité, dirons-nous. merci d'avoir accepté cette invitation. Je Avec voulais plaisir. qu'on parle avec toi de la situation du clubbing à Paris et en France et de la musique électronique plus globalement. Aujourd'hui, le Rex Club est fermé depuis la fin mars. Il n'a Depuis la pas eu, mi-mars, même le 14 mars précisément, hein, pas eu l'occasion de réouvrir depuis. Euh, aucunement. Comment ça se passe pour une entreprise comme le Rex Club? Alors pour le Rex Club, on va dire que ça se passe pas trop mal. Pourquoi? Déjà parce qu'on n'a pas de loyer, puisqu'il faut savoir qu'on est chez nous. Donc quand on possède les murs et qu'on n'a pas la charge du loyer à payer, c'est déjà effectivement un énorme avantage. À savoir qu'après, bah, les salaires sont pris en charge par l'État, hein, donc on est tous au chômage partiel, moi y compris. Et après, on a quand même réussi à obtenir les aides à la fois du CNM, puisqu'on est adhérent nous, au CNM en tant que producteur d'événements, et salles de diffusion également. Et on a également touché les aides de l'État pour ce qui concerne les discothèques. Donc pour l'instant, on vivote. Bien évidemment, ce n'est pas la fête au village, hein. C'est sûr qu'on perd de l'argent tous les mois malgré tout. On a la chance d'être soutenu par une grosse structure, de faire partie d'être la filiale en fait du Grand Rex, qui a pu lui réouvrir un petit peu avec le cinéma cet été, sans grand succès malheureusement, puisque sans sortie de film, ben, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, pour les discothèques françaises, c'est très compliqué. Je ne pense pas qu'on soit la discothèque la plus touchée en France du fait effectivement qu'on soit chez nous. Mais tous mes amis qui ont des clubs à Paris ou en province et qui doivent payer, eux, le loyer, ne se contentent pas, bien évidemment, de la faible aide de l'État qui permet à peine de couvrir, des fois, même pas un quart du loyer sur certains établissements très grands, quoi. Donc, c'est très compliqué pour les clubs en ce moment, bien évidemment. Le Rex Club est un des phares de la musique électronique internationale. Est-ce que tu penses que aujourd'hui en France, euh, parce que dans d'autres pays comme l'Italie, ça a pu rouvrir, l'Allemagne a pu ouvrir ses clubs, et entre autres à Berlin, est-ce que euh, Alors attention sur cette réouverture à Berlin, moi j'en ai pas du tout eu la confirmation, hein. Il faut savoir que les clubs ont pu réouvrir à Berlin sous des formes un peu particulières. Je sais que le Berghain a réouvert sous forme de musée, par exemple, où il y a une galerie d'art. Donc c'est un parcours artistique plus que des soirées. Après, je sais que certains clubs ont pu réouvrir, mais c'était plutôt on va dire, alors normalement assis. C'était censé être assis. Les gens étaient censés être autour d'une table. J'ai pas entendu parler de clubbing traditionnel à Berlin, en tout cas. Je sais qu'en Suisse, il y a eu une réouverture partielle qui s'est moyennement bien passée, puisqu'ils ont rapidement, je crois, refermé, en tout cas sur la province de Genève, je crois, peut-être pas sur l'ensemble de la Suisse, mais qui était avec des conditions sanitaires très strictes et une capacité d'accueil de moitié. L'Espagne n'a absolument pas réouvert les clubs, ou alors j'ai raté un passage, mais en tout cas, Ibiza, rien n'a ouvert de l'été, ça je vous confirme, et rien n'ouvrira peut-être malgré tout l'été prochain. C'est encore aujourd'hui une question que tout le monde se pose. On espère que d'ici là, effectivement, les progrès de la science vont nous permettre de réouvrir. On compte notamment sur les tests rapides. On compte également, bien évidemment, sur le vaccin. On compte absolument pas sur les masques, les gestes barrières et le gel hydroalcoolique qui me semble complètement illusoire dans le monde de la nuit. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas danser avec un masque sur la bouche. On peut pas, voilà, on peut pas faire respecter les gestes barrières dans un établissement de nuit. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas réouvert et qu'on sera sans doute les derniers à réouvrir. quelque part tu acceptes la situation malgré tout? C'est ce que je comprends. Que puis-je faire d'autre, voilà, si ce n'est accepter la situation. Malheureusement, voilà, on est confronté à une crise sanitaire inédite. Je pense que personne ne s'attendait à un virus de ce type, ce qui est un petit peu d'ailleurs surprenant, parce qu'a priori, depuis 2000, on s'attend à ce type de pandémie et on s'attendait à ce qu'un jour ou l'autre, elle arrive. Il semblerait que les gouvernements ne soient pas préparés à affronter ce type d'épidémie, ce qui est un petit peu dommage. J'allais dire, c'est bien de pouvoir anticiper. C'est vrai que nous, on essaye, par exemple, d'anticiper la réouverture de l'établissement. Alors pour l'instant, c'est un peu compliqué d'anticiper une réouverture tant qu'on n'a pas de date et qu'on n'a pas d'idée même de date de réouverture. Et j'allais dire, pour les plus optimistes, on parle de fin mars, début avril.
Pour les plus pessimistes, on parle de 2022. Voilà, donc ça va vraiment dépendre des progrès de la science. Et malheureusement, à part accepter les décisions de l'État, que pouvons-nous faire? Voilà, pas grand-chose, hein. Je pense que si tous les pays du monde prennent les mêmes mesures, c'est que ce virus a quand même une dangerosité maintenant qui est prouvée, hein, avec plus d'1 million de morts. Voilà, on peut pas passer à côté, on peut pas tenter le diable. Moi, j'ai pas envie d'être générateur de clusters ou générateur de morts, quoi. Donc voilà, mon métier, c'est faire danser les gens, c'est leur donner du plaisir, de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. C'est pas les enfermer dans une boîte pour qu'ils chopent tous un virus et qu'ils en meurent, quoi. Voilà. Je comprends parfaitement les difficultés que peuvent rencontrer le gouvernement à nous donner une autorisation de réouverture. Alors après, moi, je pense qu'on pourrait faire effectivement peut-être des aménagements pour certains grands établissements, notamment, qui, eux, pourraient peut-être, j'allais dire, faire des systèmes avec des jauges réduites, avec des normes de sécurité qui pourraient permettre de réouvrir peut-être à un quart ou à un cinquième de la capacité, chose qui n'est pas forcément rentable, hein, parce que l'autre problématique de réouvrir les clubs dans la hâte, c'est de mal les réouvrir. Moi, je suis toujours parti du principe que je ne réouvrirai pas. Alors nous, on est tout petit. Nous, si on devait respecter 4 mètres par personne, vu qu'on fait 400 mètres carrés, on pourrait mettre 100 personnes. Si on enlève le personnel, ça en laisse 80. On n'est pas rentable avec 80 clients. Ou alors, il faut tous qu'ils achètent des bouteilles de vodka, quoi. Et voilà. Et comme on n'a pas envie non plus de faire un club élitiste, ce qui n'a jamais été le cas du Rex, on veut que le Rex reste accessible à tous. Et pour qu'il soit accessible à tous, on ne peut pas avoir des prix prohibitifs, quoi. Donc, ouvrir le Rex avec des entrées à 100 euros pour être assis autour d'une table et écouter un DJ, je trouve ça totalement ridicule. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Rex et son fonctionnement, Ça existe bien même. sûr, le Rex est un club qui accueille des artistes internationaux euh, qui viennent donc des quatre coins du monde et de la France. Euh, il n'y a pas de résidence, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le système Alors, il y a des résidences, mais les résidences chez nous sont des résidences. On hebdomadaire. ne parle pas de DJ résident comme on va parler d'un DJ résident dans une discothèque. Nous avons maintenant, on va dire, un pôle de DJ résidents qui travaillent au Rex, qui vont jouer entre 2 et 4 fois par an en fonction des résidents. Mais en général, on est sur 4 fois par an pour les résidents français et 1 ou 2 fois pour les résidents étrangers. Mais on a effectivement quand même un pôle de résidents. Mais on ne peut pas parler de résidence au même titre. Voilà, il n'y a pas de régularité dans leur passage. On va dire, voilà, ils vont passer 1 fois par trimestre, 1 fois par semestre, mais on n'est pas sur de la résidence hebdomadaire ou mensuelle. Laurent Garnier, phare pionnier de la musique en France et international de la Oui, musique et du électronique, Rex Club aussi, et hein. du Rex Sans lui, Club. le Rex ne serait pas ce qu'il est, hein. Sans Laurent et Christian Paulet, qui était mon prédécesseur à la direction de l'établissement et qui a lancé les soirées, notamment les Wake Up avec Laurent, le Rex ne serait pas ce Ok. qu'il est, hein. Je suis que le descendant de ces pionniers, justement, voilà, qui étaient là bien avant moi et qui ont lancé la machine. Bien connu, Laurent, à Dijon, euh, Tout à fait, avec l'enfer. avec l'enfer, bien sûr, a écrit un courrier il n'y a pas si longtemps à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour attirer son attention sur la problématique du secteur de la musique électronique et considérant que, a priori, la musique électronique n'étant pas dans la musique, n'était pas dans, plutôt, excuse-moi, C'est pas tout dans à fait ça. le spectacle Ça, vivant. je vais réinterpréter les propos réinterpréter les propos de Laurent. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Traduire. Expliquer les propos de Laurent. En fait, Roselyne Bachelot, quand elle parle, elle ne parle pas de la musique électronique, elle parle des établissements de nuit, c'est-à-dire des discothèques. Et il faut savoir qu'effectivement, les discothèques, sous la forme discothèque classique, voilà, et c'est-à-dire qu'on n'a pas encore su faire je ne me considère pas comme une discothèque. Je pense être plus proche d'une salle de concert, le Rex Club étant affilié au CNM, programmons systématiquement tous les soirs des artistes différents qui font partie effectivement d'une scène qu'on va appeler la scène électronique, la scène des musiques actuelles, qui, elle, fait bien évidemment partie du ministère de la Culture. Il ne faut pas penser que la musique électronique ne fait pas partie du ministère de la Culture. C'est le clubbing, c'est la discothèque en elle-même qui ne fait pas partie du ministère de la Culture. Et effectivement, la discothèque sous sa forme, j'allais dire sous sa vieille forme de discothèque, était effectivement affiliée à la brigade de répression du proxénétisme, à la BRP, qui dépend elle-même effectivement du ministère de l'Intérieur et en aucun cas du ministère de la Culture.
Pourquoi? Parce qu'avant, les discothèques étaient effectivement aussi des maisons closes. Enfin, il y avait, voilà, et c'est une loi qui date, bien évidemment, qui n'a pas été remise au bout du jour. Et effectivement, donc le clubbing sous sa forme discothèque, où là, on parle effectivement d'un DJ résident tous les samedis et tous les vendredis qui joue les mêmes morceaux. Voilà, c'est la discothèque, mais comme beaucoup de gens l'aiment aussi, hein, il ne faut pas dénigrer ce type de discothèque, qui sont appréciés aussi, parce qu'on peut y aller avec tout le monde et tout le monde peut y trouver son compte. Toute forme de musique est présentée aux gens. Voilà, nous, on est sur une scène bien particulière, qui est la scène des musiques électroniques, qui dépend bien évidemment du ministère de la Culture. La scène en elle-même, enfin la musique électronique en elle-même dépend du ministère de la Culture. Mais par contre, effectivement, les établissements de nuit, donc les discothèques qui diffusent cette musique, eux font partie du ministère de l'Intérieur, enfin sont sous la coupe du Ouais. ministère de l'Intérieur. Donc il est clair que nous n'obtiendrons pas d'aide du ministère de l'Intérieur, mais il est clair aussi que certaines discothèques doivent aussi peut-être revoir leur copie, et c'est ce que nous on a fait depuis quelques temps. J'allais dire en ayant déjà toutes nos licences, puisque nous on a les 3 licences, hein, donc de producteurs, de diffuseurs et de lieux d'exploitation. Donc, on a effectivement fait ce travail d'une part. On a adhéré au CNM, donc on paye le CNM. On paye également la SACEM, mais on paye également la SPRE. Donc, on a des charges Oui, énormes en tant qu'établissement. Mais on s'y retrouve aujourd'hui parce qu'effectivement, aujourd'hui, le CNM nous aide beaucoup, par exemple. Donc, on est ravis d'avoir payé le CNM parce qu'effectivement, on rentre un peu dans la catégorie lieu de diffusion et non plus discothèque. Voilà, et donc on c'est une rentre dans salle une de catégorie. spectacle, quoi. Voilà, on se rapproche effectivement du statut de salle de spectacle et non plus de simple débit de boisson comme le sont la plupart des discothèques. Pourquoi d'ailleurs les discothèques dépendent du ministère de l'Intérieur? C'est parce que leur code APE, la plupart du temps, est débit de boisson, tout Hmm. simplement, et qu'un débit de boisson dépend du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc les propos de Roselyne Bachot ont été un peu déformés, un peu peut-être mal compris par les gens. Voilà, je ne pense pas que c'était la musique électronique, son problème, c'était effectivement les discothèques. Elle n'est pas en charge des discothèques, elle ne peut pas aider les discothèques avec le budget de la culture. Elle peut aider les lieux de diffusion de la musique, voilà, tels que le nôtre, parce que nous sommes effectivement affiliés au CNM et considérés comme un lieu de diffusion musicale et donc avec une programmation musicale, avec un développement d'artistes, parce qu'effectivement, depuis longtemps, le REX a toujours participé à ce développement, notamment des jeunes artistes français. Et c'est aussi ceux qui font maintenant partie un peu toujours de nos résidents, et on en change régulièrement, et voilà, parce qu'après, au bout d'un certain temps, ils mûrissent et ils volent de leurs propres ailes, voilà, et donc on est obligé de trouver des jeunes oisillons, voilà, qui viennent mixer sur les platines du Rex avec grand plaisir, et qui renouvellent cette scène, bah, maintenant depuis 30 ans, puisqu'on a fêté nos 30 ans il y a 2 ans, et donc voilà, on a Euh, tenu toujours à cette ligne de conduite. Donc, comment tu vas retrouver, quand tu vas ouvrir, tu me parlais d'une ouverture, probable, en tout cas, au mieux, en septembre 2021. Comment tu vas retrouver la scène artistique? Comment tu penses la retrouver? Parce que La scène c artistique, je vais la retrouver très affaiblie. C'est très compliqué pour les artistes à l'heure actuelle, et je pense qu'ils souffrent autant, voire plus que nous. Ils n'ont souvent aucun revenu excepté leur cachet. Actuellement, ils n'ont pas de cachet. Alors effectivement, en plus, dans la musique électronique, beaucoup sont sous forme de facturation et pas forcément intermittents du spectacle. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est vrai que beaucoup de gens essayent de faire un peu bouger les choses. Mais je pense que c'est dommage qu'on les fasse bouger maintenant que la problématique arrive. Je pense que c'est une problématique qu'on aurait pu envisager à l'avance. Et moi, je vois effectivement aussi beaucoup de gens qui se plaignent. Je ne citerai ni aucun nom, ni aucune organisation, de la non-aide de l'État, mais qui, de notre côté, rejette toute forme d'appartenance à quoi que ce soit en temps normal, hein. Voilà, on va parler de tout ce qui peut être free party, warehouse, j'allais dire organisateur un petit peu en marge de la société, comme j'ai pu l'être. Et attention, et je défends toute cette création qui provient de l'underground. Et d'ailleurs, je viens moi-même de l'underground, hein, puisque j'ai commencé par organiser des rave parties et des soirées dans les bois et dans les warehouses avant de rentrer au Rex Club gentiment. Et donc, je ne cracherai jamais sur cette scène. Par contre, quand je faisais partie de cette scène, je défendais une certaine forme d'existence qui était les effectivement un rejet de la société et qui était assez punk et assez voilà, en marge de la société. Donc, on ne payait pas forcément la SACEM, on ne payait pas forcément la TVA. Voilà. Et je pense que c'est toujours un petit peu de fait dans ce type de soirée. Et qu'aujourd'hui, on demande l'aide de l'État alors qu'on refuse de collaborer, j'allais dire de participer au financement de ce même État, me semble un petit peu peut-être aberrant. Voilà. Donc, je crache pas du tout sur eux,
Mais je tiens à faire remarquer que quand on veut être punk, il faut être punk dans toutes les situations, y compris les plus dures. Voilà, et c'est pas au moment où la situation se durcit qu'on doit changer d'avis et qu'on doit se dire, ah ben, d'un seul coup, on aimerait bien que le système nous aide. Quand on est contre le système et qu'on lutte contre le système, on doit lutter contre le système jusqu'au bout. Cette Voilà. scène et Alors, musique électronique. pour les artistes, c'est Ouais. différent. Alors, il y a aussi les artistes qui veulent non plus juste recevoir des cachets aux blagues, qui ne veulent pas se déclarer, qui veulent faire partie de rien. Eh ben, je dirais la même chose à ces artistes-là. À un moment, malheureusement, le système, il existe et soit on y adhère et on en tire les bénéfices, soit on n'y adhère pas et on en tire les conséquences. Voilà, c'est un choix. C'est un choix de vie. Maintenant, à un moment, il ne faut pas changer de choix au moment où les problèmes arrivent. Voilà, je pense que voilà, moi, quand j'étais organisateur de rêves, quand on a essayé d'interdire les rêves, je n'ai pas changé, j'ai continué à essayer de faire des rêves et on va parler de dimensions. J'ai installé 5000 chaises pour que les rêves aient lieu, mais je n'ai pas changé, je n'ai pas, j'allais dire, voilà, abandonné euh, mon leitmotiv à l'époque et j'ai continué à me battre pour que les soirées existent. Voilà, et donc il faut se battre avec ses armes, mais c'est pas toujours simple. Mais c'est vrai que quand à la base, on souhaite être punk, je pense qu'il faut le rester. Tu penses qu'il y a des artistes que tu ne retrouveras pas à ton ouverture? Oui, j'en suis sûr, bien sûr, oui. Bien sûr, il y a toute une catégorie d'artistes qui va énormément souffrir. Alors, je ne pense pas que ce soit les très jeunes artistes, parce que les très jeunes artistes qui sont en mode lancement ont souvent un métier à côté. C'est-à-dire que c'est des gens qui font ça, voilà, qui débutent. Donc, alors bon, après, il y a les très jeunes qui débutent directement et qui font du son, qui produisent et qui vont être DJ immédiatement sans jamais exercer de profession. Mais il y a quand même pas mal de DJ qui font ça, j'allais dire, avec une profession annexe. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être dans la musique ou pas du tout. Ça peut être dans l'art graphique. Ça peut être dans plein de choses. Je connais beaucoup, moi, d'artistes qui peuvent être DJ, qui peuvent être à la fois faire de la sonorisation de pub, enfin, voilà, qui travaillent notamment voilà, dans les médias aussi. Enfin, et puis, il y a une catégorie d'artistes qui ne va pas souffrir du tout. C'est la catégorie haut de gamme qui a suffisamment engrangé d'argent pour passer la crise et qui reviendra, à mon avis, haut de gamme dès que la crise sera terminée, puisqu'il ne se passe rien durant cette crise en termes de création musicale, qu'il n'y a pas de bouleversement. On pense qu'on va retrouver la même scène qu'on a perdue c'est une année blanche en quelque sorte. Hein. Il ne se passe rien entre mars 2020 et mars 2021. Voilà, il n'y a pas eu de grand changement, il n'y a pas eu de bouleversement. D'ailleurs, on a une expression artistique qui est très très faible, je trouve. Hein. Et peut-être que je regarde pas assez de live sur Internet. Personnellement, c'est pas mon truc. Regarder un DJ qui mixe sur mon écran d'ordinateur, ça me gave. Je le dis ouvertement. C'est pour ça que le Rex, d'ailleurs, on n'a pas fait de live stream, ou très peu. On en a fait un et, dans le cadre de. Enfin, Technopole et RT nous l'ont demandé pour. J'ai oublié le nom, mais ça s'appelait Au Will. soutien à la scène, c'était, oui, Oui, pour soutenir les établissements de nuit et la scène. Donc là, bien évidemment, nous avons participé, mais après, on n'a pas lancé de série de live en direct du Rex. Moi, je trouve pas ça intéressant. C'est pas notre métier, déjà, d'une part, et c'est un peu même nuire à notre métier. C'est un peu habituer les gens à regarder des DJ chez eux, ce qui n'est pas forcément palpitant, d'ailleurs, et ça pourrait même peut-être les lasser, j'allais dire, Enfin, moi, regarder un DJ sur un écran d'ordinateur, franchement, sans la fête, sans les gens, sans rien, je trouve ça particulièrement difficile. Mais bon, Est-ce c'est un- est-ce que, on était sur une vague, plutôt où les clubs, en tout cas en France, heu, il y avait une diminution de la fréquentation? Est-ce que tu penses qu'à la réouverture, on s pas d'accord. Il n'y a non? pas une diminution de fréquentation des clubs. Non, ça c'est pareil. C'est un peu la guerre entre les warehouses aussi et les clubs. Alors, moi, autant tout à l'heure, donc j'ai fait ma petite aparté sur les warehouses, autant je vais revenir sur l'avantage des warehouses et sur le dynamisme de la scène underground, qu'elle soit free ou qu'elle soit warehouse, enfin on peut l'appeler. Cette scène nous remplit les clubs systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a un réassort, j'allais dire, les jeunes qui Une découvrent la musique électronique, régénérescence? oui, c'est du réassort, c'est-à-dire qu'effectivement, ça nous crée une nouvelle clientèle qui va à un moment ou à un autre vieillir, parce que c'est très jeune quand même les free parties, voilà, à partir d'un certain âge, quand on commence à être marié, avoir des enfants, ou même ne serait-ce qu'une copine, bon, la copine, elle n'a pas forcément envie d'aller gambader dans les bois. Il y en a quelques-unes hein, qui adorent ça, mais globalement, bon, ça peut être un peu plus compliqué. Puis quand on arrive à 24, 25 ans, bon, aller faire 30 km en voiture pour trouver la soirée au milieu de la clairière, machin chose.
bon, ça peut être un peu fatigant. Et donc, on va avoir de toute manière, et je pense qu'il n'y a jamais eu autant de clubs en France, et notamment à Paris, qui ont très bien fonctionné. Une baisse de fréquentation, je pense qu'on l'a eu plutôt dans les années 2015 à 2018, où là, effectivement, les attentats, enfin, on a eu pas mal quand même de choses, notamment les attentats du Bataclan qui ont bien évidemment fait très mal aux salles de spectacle pendant un certain temps. Et après, on a eu les grèves, on a eu les gilets jaunes. Enfin, c'est vrai qu'on galère un peu. Le Covid, maintenant, c'est vrai que là, les dernières années ont été un peu compliquées, là, depuis 2015-2020. Mais à la fois, on ne peut pas parler d'une baisse de fréquentation. En tout cas, nous, le Rex, on a eu 2 années un peu compliquées qui ont été 2017 et 2018. En 2019, on était reparti. C'était une période de transition aussi. C'est vrai qu'il faut savoir s'adapter. Musicalement, des fois, pour prendre un virage, il faut un peu de temps. Il faut la bonne personne aussi. C'est pas toujours évident. On a eu des changements de DA, on a eu des changements aussi de clients, de personnel. Et donc, il faut tout le temps recommencer, recréer et redonner une dynamique à l'établissement pour qu'il reste numéro un, tel que c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours simple. C'est vrai qu'il y a des. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'il y ait eu une baisse de fréquentation des clubs, en tout cas de type musique électronique. Après, une D'accord. baisse de fréquentation des discothèques généralistes, là, malheureusement, je n'ai pas les chiffres et je ne peux pas m'exprimer. Je sais que beaucoup ferment chaque année. Je sais qu'il y a de moins en moins. Mais alors là, c'est pareil. Je dirais, ces discothèques, peut-être, il faudrait qu'elles aient pris elles auraient peut-être pu prendre un virage à un moment qu'elles n'ont pas pris, ou qu'elles n'ont pas su prendre, qu'elles n'ont pas osé prendre. Mais en tout cas, voilà, se plaindre aujourd'hui, c'est toujours un peu facile. C'est-à-dire, je crois que notre métier, c'est aussi voilà, mon métier, c'est de remplir un club. Donc, c'est de trouver la bonne formule et de la changer si on doit la changer pour arriver à ce que mon établissement reste rentable et continue à gagner de l'argent. Voilà, on ne gagne jamais beaucoup. On n'a jamais été un établissement qui a été voué à une rentabilité démesurée. C'est une chance, c'est qu'on travaille pour une famille. Voilà, c'est une petite structure familiale. Et j'allais dire, voilà, on a la chance de pouvoir travailler sans cette pression financière des grands groupes qui demandent toujours plus, 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 plus. Voilà, je n'ai pas cette demande de mes patrons, même s'ils m'engueulent quand je fais des mauvais résultats. Hein. Attention, les 2 années où ça n'a pas bien marché, je me suis fait taper sur les doigts. Hein. C'est-à-dire, j'aurais même pu y laisser mon poste. Bien sûr, il a fallu que je prouve ma capacité de rebondir. Je pense qu'on l'a prouvé en 2019. On était très bien parti sur le début de l'année 2020. Effectivement, on avait, j'allais dire, pris le virage en entrant une part de semi-commercial, on va dire, dans notre programmation, notamment sur les jeudis, en enlevant un peu de techno dur pour mettre plus de house mélodieuse, voilà, parce qu'on se rendait compte peut-être c'était plus l'attente des gens qui allaient en club. Et donc, il a fallu effectivement un petit peu recadrer la programmation artistique de l'établissement pour conserver une fréquentation haute, quoi. Mais ça, c'est le travail à la fois du DA, c'est le travail du directeur aussi, de faire les corrections nécessaires pour que son établissement reste fréquenté et bien fréquenté. Et peut-être réussir à avoir toujours des grandes stars, c'est peut-être plus difficile, la hausse des Non, cachets. alors là, je dirais qu'on a quand même la chance d'être le Une plus vieux légende? club au monde. Bah oui, on est une légende. Donc effectivement, c'est pas souvent très difficile d'avoir des stars. On est même des fois obligé de dire non à certains qu'on n'a pas envie d'avoir. Hein. Je ne citerai pas de nom, bien évidemment. Mais non, je crois que tout le monde a envie de jouer au Rex. Et c'est marrant parce que même sur la scène rap ou hip-hop, on va avoir de la demande parce que le club est un lieu prestigieux. Alors, on ne va pas le faire forcément parce qu'on est tellement connoté musique électronique que quand on fait autre chose que de la musique électronique, ça a tendance à pas super bien fonctionner. Aussi, quand on fait un Necfeu, forcément, on blinde. Hein, voilà. Mais effectivement, on était ravis de faire ce genre de choses aussi parce que ça nous change un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Et puis qu'il faudra aussi peut-être passer un jour à un autre type de musique. Est-ce que le Rex va pouvoir rester pendant 50 ans un club de musique électronique? Est-ce que dans 20 ans, la musique électronique existera toujours? Je n'en sais rien. Voilà, en tout cas, je pense que c'est un club qui a su faire le bon choix au bon moment il y a 30 ans. Et Christian Paulet, donc, qui était le directeur à l'époque, a pris cette route qui était la route de la musique électronique, qui n'était pas simple à l'époque. Hein. Oui. Quand en 88, on commence à faire de la musique électronique à Paris, on passe un peu pour un abruti ou un ahuri, mais en tout cas, personne ne voit ce que ça va devenir et tout le monde pense que ça va durer 1 an et que c'est de la merde en barre. Hein, bon, hein, c'est à peu près ce qu'on entendait à l'époque. Hein, voilà. Donc, Christian a pris ce virage.
Laurent est arrivé derrière, effectivement, de Manchester avec sa vision Hacienda, on va dire, hein, Mmh. il y avait déjà joué. Et il nous a permis d'avoir effectivement très rapidement toutes les stars internationales, rapidement avec la soirée Wake Up au Rex Club. Et c'est ce qui a permis de lancer et de faire l'histoire du Rex. Et après, derrière, bah, c'est une boule de neige. Hein. Voilà, tous les artistes veulent jouer au Rex. Et on a la chance, effectivement, encore, parce que les gens connaissent le Rex et qu'ils savent que ce n'est pas une structure où tu mets 2500 personnes. Ils savent qu'il n'y a pas de table VIP à 15 000. Voilà. Et donc, les artistes font tous un effort, et même les plus grands, pour encore jouer au Rex. Alors, on les a. C'est sûr qu'on les a pas tous les mois. Hein. Quand on les a une fois tous les 2 ans, on est content. Mais on arrive quand même à avoir même les plus grosses stars encore une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, voire tous les 5 ans pour certains, quand c'est vraiment du très très lourd. Hein, Mmh. voilà, et qui jouent très peu. Mais en moyenne, nous, les stars qui sont, j'allais dire, qui sont les stars qu'on aime au Rex, on les a au moins une fois, voire 2 fois par an, encore assez facilement, parce qu'on est le Rex, effectivement, parce qu'on a cette histoire et parce que tous les artistes dont on parle ont quasiment commencé chez nous aussi, quoi. Donc, ils n'oublient pas leur première date en France, bah, c'était souvent au Rex, quoi. Voilà. Et, pas cité, mais il y en a des tonnes. Hein, Oui, il y en j'allais a dire, même les Daft Punk ont commencé au Rex. Donc, voilà, je crois que vraiment, on a été un vivier de talents et beaucoup sont passés par le Rex et n'oublie pas. Et donc, on a cette chance encore de pouvoir bénéficier d'un certain tarif sur beaucoup d'artistes parce qu'on est tout petit aussi. Hein, attention, on paye quand même très cher par rapport à notre superficie. Hein, des fois, on pleure, hein, des fois, on transpire. Puis des fois, on dit non aussi. Il y a un stade où. Et c'est là où, effectivement, le directeur doit prendre aussi une décision. C'est-à-dire qu'à un moment, la soirée doit être rentable. Et comme on ne veut pas rentrer dans cette surenchère de prix, comme ça peut être effectivement le cas dans d'autres pays, où d'un seul coup, pour aller voir Pierre, Paul ou Jacques, il faut payer 40, 50, 60, 80 euros. ce qui Voilà, est nous, gai ce n'est pas la politique du Rex. On a d'ailleurs fait une augmentation début 2019, ce qui était la première augmentation quasiment depuis, mais j'ai trouvé encore des billets où c'était 100 francs, c'est-à-dire mmh, 15 euros. Et que même, je crois qu'on en est passé à l'euro. Avant, on était à 100 francs, on est passé à 15 euros, ce qui était une réduction. mmh. Et depuis 10 ans, on était à 15 euros. On est passé à 20 euros. Ah, Oui, waouh. pour Ouais, ça, relativiser, quand tu vas dans une soirée à Ibiza, c'est 70-80 € pour voir les mêmes c'est ça. artistes. Et 20 euros le verre. Voilà, 20 euros, c'est le prix de la bouteille d'eau à Ibiza, hein, C'est à peu ça. près. Quoi. Tu tu es On n'est pas dans la même cour. Quoi. Je disais que tu étais un des pionniers de la scène électronique, ça fait Non, 15 ans. non, Ouais, mais je ça fait ne tellement que suis tu es pas. là. Non, je fais partie de la génération. Alors à l'époque, on l'appelait la génération Gob2 un peu. Ah oui. C'est Ouh là, voilà. ça ne nous rajeunit pas. Voilà, c'était Génération of Boom Boom 2. Voilà. Et je fais partie de cette génération. Je ne suis pas arrivé en 88, moi je suis arrivé en 92. La musique électronique arrive en 88. Voilà, moi je la découvre un peu sur le tard. En fait, je la découvre en janvier 92. Bon, par contre, je tombe dedans très vite. Et effectivement, je me mets très rapidement, dès 93, à organiser des soirées de plus en plus grosses. Et après, voilà, des soirées régulières au Rex. Mais je fais partie quand même de la deuxième génération. Je ne fais pas partie des pionniers, je ne fais pas partie des fondateurs, je fais partie de la. Alors je vais être un peu vulgaire avec moi-même, mais des suiveurs. C'est-à-dire que je découvre. Alors attention, c'est vrai que maintenant, si on regarde des gens de 92 qui travaillent encore dans le milieu, Il n'y en a plus beaucoup. à Cam, donc Fabrice, enfin notre Fabrice, on doit être 4-5 à Mmh. traîner en France, à être encore là depuis 92. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. De ceux de 88, il y a quasiment plus personne. Mais les fondateurs, c'est les Manu Casana, c'est Olivier Martineau, c'est des gens comme ça qui étaient là bien avant moi. Et j'en oublie plein, hein, que je ne vais pas tous les citer, mais qui étaient là 4 ans avant moi et qui ont vraiment lancé cette musique en France et qui, eux, ont fait les premières soirées en France. Moi, j'arrive déjà à un moment où ça. En fait, j'arrive au moment où ça rentre un peu dans le. Pas dans le. On peut pas dire le commercial, où ça commence à sortir du très underground. C'est-à-dire Mmh. qu'on commence à entendre parler de cette musique, en mal la plupart du temps d'ailleurs, mais on commence à en entendre parler. Ceux qui sont entre 88 et 92, c'est vraiment un mouvement qui est complètement invisible, inaudible. Et voilà, aucune radio passe cette musique. Voilà, pour trouver les soirées, il y en a une tous les mois ou tous les 2 mois. On est vraiment, voire tous les 6 mois. Hein, au tout début, en 88, je pense qu'il y a dû y avoir peut-être une soirée. Il y en a eu 3 ou 4 des rêves en 88 en France, hein, donc Mmh. faut relativiser. Mais même moi, à l'époque où j'arrive en 92, allez, il y en a une par semaine. On est à un rythme d'une par semaine. Voilà, et encore, je ne suis pas sûr. Quand j'arrive, il y en a une par. Il y en a 2 par mois d'intéressantes. Voilà, 2 par mois. Et encore, péniblement.
Mais on s'y retrouve tous. On est un groupe d'1 millier de personnes et on est tous passionnés de cette musique. On se retrouve systématiquement dans toutes ces soirées. Mais je fais partie, voilà, je tiens à le préciser, de la génération 2, donc je ne suis arrivé que tardivement, Ouais. voilà, C'est- ouais, tôt mais tard, Oui, dirons-nous. Voilà. c'est encore les tout débuts. Bon, Non, mais surtout, effectivement. alors moi, je le dis et j'aime bien le dire, voilà, je respecte énormément les gens qui étaient avant moi. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans ce milieu, et quoi qu'ils fassent, hein, que ce soit dans le clubbing ou dans les warehouses ou les free, qui rapidement ont l'impression d'avoir tout inventé. Moi qui suis là depuis 92, j'ai l'impression de rien avoir inventé. Et j'aimerais bien qu'on mette un peu les choses à leur place. Il faut penser que les inventeurs, ils ne sont pas nombreux. En général, il y en a un ou deux. Voilà, et les gens qui ont vraiment lancé ça à Paris, eh ben, j'en fais pas partie. Donc voilà, je suis arrivé alors que des gens l'avaient fait avant moi. Je ne fais que partie des gens qui ont profité, j'allais dire, du travail des pionniers qui étaient là, eux, les premiers, et qui ont vraiment fait le travail de défrichage et le travail de lancement de cette musique en France. Alors, en tant que de ce regard de cette deuxième génération et de tes 15 ans d'expérience au Rex, quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur la scène de musique électronique? Parce qu'à cette époque-là, on était loin d'imaginer qu'aujourd'hui, on Moi, serait à cette situation. je suis extrêmement satisfait d'où cette musique, enfin, d'où cette musique vient et où elle est arrivée. C'est presque un miracle. Personne n'y croyait au tout début. Aujourd'hui, je pense que la musique électronique est dans toutes les autres musiques. C'est-à-dire sous sa forme électronique. Aujourd'hui, que ce soit de la variété, du hip-hop, même du hard rock ou du rock, on utilise les instruments, en tout cas le matériel qui permet de fabriquer la musique électronique. Donc la musique électronique était juste très avant-gardiste. Aujourd'hui, elle est là où elle doit être, c'est-à-dire qu'on l'a tous portée pour qu'elle soit un jour célèbre et écoutée et écoutable par tous. C'est le cas aujourd'hui, et merci à des gens comme Daft Punk, merci à des gens comme Laurent Garnier, bien sûr, mais aussi David Guetta, qui a supporté et qui sait encore aujourd'hui porter cette musique à travers le monde et la faire écouter par un maximum de gens et la rendre, j'allais dire, mainstream, hein. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens vont reprocher à la musique électronique d'être devenue mainstream. Mais c'est aussi la rançon du succès. Voilà, j'ai dit, on ne peut pas non plus cracher dans la soupe et dire ah bah, on aurait préféré que ça reste underground. Oui, mais il y a toujours aujourd'hui de la musique underground. Si vous voulez écouter de la musique underground, vous venez au Rex Club, vous écoutez, il n'y a pas David Guetta, vous allez écouter Laurent Garnier qui va vous passer de la musique underground. Maintenant, si vous avez envie de vous éclater, vous pouvez aller aussi à Ushuaïa où il y a 7000 personnes qui vont écouter David Guetta avec les feux d'artifice et les confettis. Voilà, donc je pense qu'il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. La musique électronique est là où elle doit être aujourd'hui. Elle a toujours un petit peu de mal j'allais dire, à se placer effectivement culturellement parlant. Et c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à la mettre en marge. Du fait peut-être qu'il y ait toujours ce mouvement très underground qui persiste et qui est assez gros en fait, hein, puisqu'on peut avoir des technivals qui ont pu atteindre jusqu'à, je crois, presque 100 000 personnes à la grande époque des technivals, hein. Mais on a encore effectivement des warehouses, des free parties qui peuvent aller jusqu'à 6 000 10 000 personnes sans aucun problème en très peu de temps. Et je pense que c'est cette partie-là de la musique électronique euh, qui nuit toujours à l'image de la musique électronique, qui la rend moins culturelle que les autres. C'est une erreur d'ailleurs, complètement, c'est une hérésie, mais j'allais dire que c'est vrai que quand on est au ministère de la Culture, bon, on ne pense pas forcément beaucoup de friparteux, quoi. Voilà, donc, c'est clair que le ministre de la Culture, pour eux, la culture, c'est plus ouais, l'art contemporain, la danse classique, l'opéra, enfin voilà. D'ailleurs, il faudrait qu'on reparle un peu du partage des fonds qui vont être donnés à la culture et qu'on arrête effectivement de tout donner à l'opéra. Moi, je suis outré par une chose. C'est par toutes ces salles qui sont subventionnées par l'État, qui dépensent souvent un maximum d'argent n'importe comment, du fait, ne serait-ce que juste pour bénéficier l'année suivante des mêmes aides de l'État. Et ça, pour moi, c'est un scandale. Je ne comprends pas, en fait, que l'Opéra de Paris n'arrive pas à être rentable par lui-même. C'est un peu comme si moi, le Rex, j'y arrivais pas. C'est-à-dire que moi, ouais, comment on fait pour rester. J'allais dire, je ne comprends pas que le directeur de l'Opéra de Paris n'arrive pas à produire un spectacle qui soit rentable. On est bien C'est-à-dire qu'à un d'accord. moment, voilà, tout le monde y arrive, que ce soit Fabrice Gado au Rex Club ou Live Nation avec tous les artistes du monde. Et ben l'Opéra de Paris, si on ne l'aide pas à 80%, il ne produit rien. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui est trop cher à l'Opéra de Paris? Alors si c'est le bâtiment, dans ce cas-là, qu'on mette le bâtiment sous tutelle, mais j'allais dire le spectacle produit au sein de ce bâtiment doit être rentable et que l'argent de la culture aille, j'allais dire, à 80% à l'Opéra de Paris,
ça nous gave un petit peu au jour d'aujourd'hui, quoi. Mais c'est l'Opéra de Paris, mais c'est toutes les salles annexes, j'allais dire toutes les salles qui appartiennent à l'État ou aux mairies, j'allais dire, et qui sont subventionnées à des hauteurs dingues, que ça en devient même de la concurrence déloyale pour les établissements privés. Voilà, un établissement aujourd'hui privé qui n'est pas rentable, il peut aller voir l'État, l'État, il n'en a rien à foutre, il ne lui donnera pas un centime. Voilà. Alors que l'Opéra de Paris, leur spectacle, il était blindé tous les soirs en plus. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'avoir une place à l'Opéra de Paris, c'est complet tous les soirs. Eh bien, c'est pas rentable. Ouais. C'est quand même incroyable. Quoi. Tu vois, voilà. Moi, je voudrais qu'on me présente. Voilà. J'aimerais bien voir les comptes de l'Opéra de Paris et savoir où passe l'argent. Qu'est-ce qui coûte cher à l'Opéra de Paris? Voilà. Et parce qu'à un moment, effectivement, ce n'est pas concevable que tout l'argent de la culture aille toujours aux mêmes personnes. Voilà. Et notamment à cette culture élitiste, et qu'elle soit dans l'art, ou qu'elle soit dans la musique, ou dans la littérature, et qu'on oublie effectivement la culture populaire, c'est-à-dire la culture populaire dont je pense que nous faisons partie, mais comme le rap, comme dire, presque l'ensemble de la musique, hein, si on met à part la musique classique et le jazz qui vont être un peu culture, et tout le reste de la musique, c'est de la culture populaire. Et la culture populaire, le ministère de la Culture, il a un peu tendance à l'oublier. Voilà. Et ça, c'est un peu la chose qu'il faudrait peut-être revoir. Et je pense qu'il faudrait peut-être penser un peu aux indépendants et arrêter de penser aux salles qui sont effectivement subventionnées à des hauteurs délirantes, souvent, et qui mangent la moitié du budget de la culture. Toi, une institution comme le Rex, est-ce qu'il est contacté par le ministère de la Culture pour essayer de comprendre ou pas du tout Non, c'est moi qui téléphone, hein, si je veux. Si je... Ouais, Ah non, non. non, il ne me contacte pas pour savoir comment j'arrive à être rentable. Hein. Si c'est ça Non, que tu voulais mais, me demander. non, non, mais comment, aujourd'hui, Et est-ce que je tu as les reçu? encourage à le faire. Je les encourage à le faire. Hein. Je dirais peut-être qu'effectivement, je pourrais peut-être aller donner du consulting à l'Opéra de Paris pour le rendre rentable. Mais Je ne sais pas. Mais à un moment, effectivement, je pense, je dis moi, mais ça peut être n'importe quel patron de salle indépendante en France et dans le monde. Toutes les salles qui sont indépendantes en France arrivent à être rentables. Comment, effectivement, les établissements publics n'y arrivent-ils pas? Voilà, moi, la question, elle est là. Est-ce que le fait que ces établissements soient publics fait qu'ils ne soient pas rentables? bah, C'est la question un Cyril Bodin, peu. que tu connais, j'imagine bien, du Transborder à Lyon, est une salle non subventionnée et il exprime les mêmes sentiments que tu as. C'est Mais tous les incompréhensible. indépendants aujourd'hui, alors d'autant plus avec l'arrivée de la crise, parce qu'on nous parle effectivement d'une manne financière pour relancer la culture une fois que le confinement sera terminé. Et la première chose qu'on apprend, effectivement, c'est pour ça que je citais l'Opéra de Paris, c'est que l'Opéra de Paris allait avoir une somme mais démoniaque. C'est-à-dire qu'à eux seuls, ils pompent, je ne sais pas combien, mais c'est énormissime. Ah oui. C'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce qui reste pour les petites salles indépendantes qui n'ont pas pu ouvrir pendant bientôt? Ça fera un an. Un an de fermeture, on nous donne 10 000 balles, on nous dit taisez-vous. Et on va donner 400 millions à l'Opéra de Paris. Oh, moi, vous me donnez un dixième de ça. Oh, mais je rouvre, je fais tout péter. Hein. Voilà, et avec un dixième, même pas, un centième de ça. Et Franchement, mais tu au travailles lieu de déjà sur donner, l'ouverture? voilà, donner plutôt 40 000 euros à tout le monde. Voilà, j'allais dire à un moment, répartissez un petit peu de manière intelligente l'argent pour que tout le monde s'en sorte et qu'on arrête de donner toujours aux mêmes. C'est un peu fatigant, effectivement, de voir que l'argent de l'État va toujours aux mêmes personnes ou aux mêmes structures. Aujourd'hui, tu travailles déjà sur la réouverture ou pas du Ah, tout, mais c'est nous, on trop travaille tard? sur la réouverture depuis la fermeture. Ouais. C'est-à-dire qu'on décale notre réouverture de mois en mois. Et donc, Antoine, notre DA, qui est le seul toujours salarié dans la société, d'ailleurs, continue à garder le contact avec les artistes et on décale sans cesse le calendrier. C'est-à-dire qu'on l'a décalé d'abord en juin, puis après on l'a décalé en septembre, puis là on l'avait décalé en décembre, mais on pense qu'on va le décaler jusqu'en mars-avril l'année prochaine. Mais en tout cas, on reprend effectivement la programmation qu'on avait prévue, j'allais dire en mars 2020. Et comme je disais, c'est une année blanche. Hein. Si on réouvre en avril 2021, vous allez avoir la programmation qu'on avait prévue en avril 2020. Mais Hmm. il ne s'est rien passé entre les deux, vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et à toi et au Rex Club pour les mois et les Un années à venir? vaccin, non, un vaccin, je ne sais même pas. Un test rapide, ce qui pourrait vraiment nous sauver tous aujourd'hui, c'est un test immédiat. Effectivement, hein, comme un test de grossesse, on y est presque avec les nouveaux tests effectivement salivaires. On a encore 15 à 20 minutes d'attente. On n'a pas encore effectivement un résultat suffisamment élevé, puisqu'on je crois qu'on est à 50 ou maximum 70%
de fiabilité, ce qui est un petit peu fait pour ce type de test, parce qu'effectivement, dans un établissement de nuit, comme je le disais tout à l'heure, le risque est énorme et on doit avoir des tests qui sont fiables. Maintenant, effectivement, ce qui pourrait nous sauver, c'est l'arrivée d'un test, un test extrêmement rapide qui permettrait de tester le client en moins de 5 minutes. Il faudrait qu'il arrive, voilà, on lui dit même, mettez ça dans la bouche, paf, on regarde, t'es négatif, t'es positif, tu peux rentrer, tu peux pas rentrer. Après, on peut pas, moi, je n'envisage pas de réouverture avec masques et autres gestes barrières, mesures de sécurité. C'est ingérable. Donc voilà, on le sait et je crois que toutes les salles en ont pris maintenant conscience. Au début, tout le monde a essayé de se battre un petit peu pour réouvrir. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que la seule solution, c'était effectivement une solution, j'allais dire, médicale. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on peut espérer, nous, maintenant, et on croise les doigts, c'est rapidement des tests efficaces et des vaccins qui marchent, quoi, et qu'on sorte de cette galère qu'est le Covid-19 le plus vite possible pour pouvoir reprendre une vie normale, voilà, et faire la fête. Par contre, je ne suis pas du tout inquiet, moi, sur la réouverture. Je pense que plus les gens sont privés, plus les gens sont privés de leur liberté, en fait, plus ils ont envie d'en prendre. Et je pense qu'on va avoir des années folles après cette crise. Je pense qu'effectivement, les 2 années ou 3 années qui vont suivre cette crise vont sans doute être des années euphoriques, parce que les gens vont avoir vraiment envie de profiter. Et le fait d'être privé, souvent, donne beaucoup plus envie de profiter derrière. Et je pense qu'on l'a vu après chaque guerre ou après chaque grande crise, il y a toujours cet effet un peu de liberté qui réapparaît et ce besoin d'en profiter à mort, quoi. Et je pense que à mort, c'était pas peut-être, j'aurais pu l'éviter, voilà. Actuellement, ce sera un peu le cas si on en profitait, justement, ce sera mort, mais justement d'en profiter sans la mort. Ce serait bien qu'on y arrive et qu'on puisse sortir effectivement de cette nouvelle épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, parce que le clubbing, on est habitué aux épées de Damoclès, on en a toujours une, qui s'appelle les fermetures administratives notamment. Hein. Je ne vais pas revenir dessus, Oui. mais encore un sujet qui serait temps peut-être que l'État français change effectivement cette loi Ah, excuse-moi, un téléphone, mais je ne répondrai pas, tant pis. C'est pour me vendre un téléphone, justement. En tout cas, merci Fabrice. Fabrice Gadeau, directeur du REX, je le rappelle depuis 15 ans. Je peux conseiller ce petit livre hein, sur les 20 ans de la musique électronique. Il y a une page sur le REX et plein d'autres acteurs de la scène électronique, entre autres. Je ne l'ai pas Merci. encore lu. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas encore lu. C'est-à-dire que comme je ne suis pas trop à Paris ces derniers temps, forcément, je n'ai pas eu l'occasion de me procurer ce livre. Et vu qu'en plus, ils nous ont fermé les librairies, ça va être compliqué. Voilà. Je n'achète pas sur les GAFAM. En tout cas, merci de ce moment que tu as passé avec moi et je te dis à très bientôt et bonne chance pour l'avenir en tout cas. Eh bien, écoute, je continue par une prochaine réunion Zoom avec la mairie de Paris, puisqu'il y a le conseil de la nuit qui se réunit tout à l'heure à 18h. Je serai également présent à la réunion pour voir un petit peu s'il y a des avancées pour une éventuelle réouverture l'été prochain. Voilà. Bon, on se tient au Bon, en tout courant. cas, Merci. gardons tous j'allais dire la niaque. Voilà, il faut surtout pas se laisser abattre et il faut espérer que les choses vont s'améliorer. Mais ça va dans le bon sens. Donc, encore un peu de patience et je pense que bientôt on pourra refaire la fête comme on a toujours aimé la faire. En tout cas, merci Fabrice. À bientôt. Avec plaisir, Lionel. À bientôt. Salut.